Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je vais faire un petit sujet sur l'encre flottante. Donc on m'a souvent demandé de faire un sujet là-dessus. Jusqu'ici j'avais pas voulu le faire parce que en fait je me suis jamais servi d'une encre flottante. Donc ça me gênait de faire un sujet sur quelque chose que je n'ai pas utilisé. Bon, vu l'insistance, je vais quand même le faire. Et puis finalement, je pense que c'est intéressant que vous sachiez pourquoi finalement je me suis jamais servi d'une encre flottante. Alors l'encre flottante, il y a deux utilisations. Il y a l'encre flottante d'utilisation de façon, on va dire, traditionnelle ou primaire, parce que ça a été comme ça qu'elle a été promue au départ. C'est mettre l'encre flottante, ma jolie petite goélette, c'est mettre l'encre flottante sur l'avant, dans le but que le bateau se mette face au vent et à la houle, et il va se retrouver en train de faire comme ça, et le but est qu'il dérive le moins possible, et qu'il attende, soi-disant, en sécurité, la fin du coup de vent quasiment sur place. Je dis quasiment, parce que le bateau va quand même dériver, naturellement. L'autre solution, l'autre utilisation de l'encre flottante, c'est de la mettre à l'arrière, et dans le cas-là, le but est de freiner le bateau quand il est en fuite vent arrière, dans le but d'éviter qu'il parte en survitesse et qu'il chavire, et dans le but aussi de mieux maîtriser théoriquement la direction du bateau, qu'il soit plus facile à utiliser. Donc là, quand on met l'encre flottante vers l'arrière, entre guillemets, on l'utilise comme un traînard. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'encre flottante, vous pouvez faire ça avec des traînards. Donc ça, cette deuxième partie, ça sera traité dans une deuxième vidéo. Alors, c'est Voss qui a promu dans le monde anglo-saxon l'encre flottante. Il a utilisé ça sur une espèce de canoë. Il a dit qu'il avait fait que ça lui avait qu'il avait passé des coups de vent comme ça de façon géniale, etc. Et du coup son encre flottante a été connue, voilà. Et maintenant c'est en train de revenir pas mal à la mode. Alors ça n'a jamais trop quitté la mode parmi les anglo-saxons, mais en France, on n'a jamais vraiment utilisé ce genre de matériel. Il a été obligatoire à un moment, puis l'État l'a rendu non obligatoire parce que des essais avaient montré que c'était pas très efficace. Mais donc maintenant, ça revient un peu parce qu'on est dans une mode un petit peu maintenant où on parle beaucoup de sécurité et surtout quand ça vous permet de vous vendre quelque chose. Alors, j'ai utilisé pour cette vidéo 2 livres. Navigation par gros temps d'Adler Cole. Je vous en avais déjà parlé de ce livre dans une autre de mes vidéos où je vous présentais un peu mes livres de chevet. Donc ça c'est vraiment la Bible du gros temps. Et puis Gros temps, tactique et manœuvre d'Alain Gray. Et ce livre aussi, je vous l'ai présenté, je l'ai même utilisé pour faire plusieurs de mes vidéos, entre autres quand je parlais de la houle et de la stabilité des bateaux. Donc j'ai fait des prints écran de ces 2 livres. Je les ferai défiler à la fin de la vidéo, donc ceux qui veulent aller regarder jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez faire des pauses et puis lire. Moi je vais directement passer aux conclusions dans un souci d'une vidéo concise. Alors, premièrement, il faut aussi bien cadrer des choses. On va parler d'encre flottante, on parle d'encre flottante dans des conditions de vent extrêmes. Il va se trouver des gens qui vont vous expliquer qu'ils ont utilisé l'encre flottante, qu'ils ont trouvé ça génial, etc. Mais il faut toujours se poser la question de quelles conditions de vent ils avaient, qu'ils l'utilisent d'ailleurs sous forme de traînard ou de l'avant. Si vous êtes par 40 nœuds de vent, c'est une situation pas très confortable, mais ce n'est normalement pas une situation où un bateau de haute mer doit être en difficulté certaine. Les difficultés, elles commencent avec beaucoup plus de vent. Donc théoriquement, on utilise l'encre flottante, de la façon dont je vous parle, de l'avant, quand les autres solutions ne sont soit pas possibles, soit on les trouve plus tenables. Donc généralement on était à la cape, et puis après la cape, s'explique Voss, on se met sur l'encre flottante quand la cape n'est plus tenable. On peut être aussi en fuite, on trouve que ce n'est plus de tenable, on se met sur l'encre flottante. Une autre utilisation aussi va être d'utiliser l'encre flottante parce que vous avez une côte sous le vent, vous n'arrivez plus à manœuvrer pour X raisons,
Aussi tout simplement, déjà parce que peut-être que vous avez une avarie, etc., mais aussi parce que le vent est trop fort, vous ne pouvez plus remonter au vent, ce qui avec nos voiliers arrive quand même assez vite, hein. Personne n'arrive à faire vraiment du près dans 65 nœuds de vent, donc le vent vous pousse vers la côte, et dans le cas-là vous voulez diminuer la dérive, et vous allez utiliser l'ancre flottante. Voilà. Donc la première chose, je vais vous montrer déjà les prix. On passe sur l'ordinateur, donc vous voyez ici qu'il y a une encre flottante qui vaut 750 €, et ici il y a une encre flottante qui vaut 30 €, hein, la même, enfin pas la même, mais censé être aussi pour un bateau de 12 mètres. Donc les prix sont vraiment complètement différents, mais aussi le matériel. Là c'est une encre flottante sous forme parachute. Alors, je vais vous la montrer ailleurs. Voilà, quand elle est étalée, vous voyez, ça a une forme de parachute, et quand elle est utilisée, c'est comme ça. Donc les anglo-saxons, eux, font la différence entre ces deux types d'encre flottante. Parce que nous, en France, on ne fait pas vraiment la différence, parce qu'on est, comme je vous le disais, pas très spécialiste. Cette encre flottante de forme parachute, c'est celle qui se met, comme je vous le disais, à l'avant du bateau. L'encre flottante sous forme de cône, comme nous on connaît plus en France, c'est ce qui se met à l'arrière et qui sert théoriquement de traîneur. Enfin, pas théoriquement, qui sert de traîneur. Voilà, alors je profite de cette vidéo en même temps pour vous redonner l'information que Paulette Anne, pour ceux qui suivent mes vidéos, a écrit un livre. C'est un livre d'une aventure humaine, son aventure humaine qui lui est arrivée au cours de sa traversée des Antilles vers le Canada, à bord de mon voilier. C'est son ressenti personnel. Alors c'est un livre que vous pouvez donner à tout le monde, même à des gens qui n'ont pas, de culture maritime, parce qu'elle a fait un excellent dictionnaire pour qu'il soit compréhensible pour tout le monde. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de conseils pour l'achat de votre bateau, pour la mise à jour de votre bateau, si vous avez besoin des conseils sur du matériel à acheter, si vous avez besoin aussi de cours de voile, je vous enjoins à regarder le lien dans la description sous la vidéo pour aller voir le blog de ma société. Et vous y verrez mon CV, mon expérience, mes tarifs et tout ce que je peux proposer pour vous aider. Et un lien pour me joindre. Voilà, on reprend la vidéo. Voilà, maintenant on commence par les textes d'Aldar Kohl. Comme je vous ai dit, je vous les mettrai en fin de vidéo, vous pourrez les lire. Là, je vais juste attirer votre attention sur ce qu'il dit là. Alors, il démontra qu'un petit yacht à faible tirant d'eau peut essuyer un coup de vent, mais je ne crois pas qu'il le subit chaque fois force 8. Donc là, en fait, il remet en cause le test de Voss, qui a vraiment promulgué fortement son encre flottante, puisqu'il dit qu'en fait, il était à moins de force 8, donc qui sont théoriquement des situations où normalement votre bateau ne doit pas se trouver en danger et où la mer n'est encore pas n'atteint encore pas une violence et une force si dangereuse que ça. Et en plus, un petit peu la conclusion que va tirer Aldar Kohl, c'est que l'encre flottante paraît tout à fait opportune sur un dériveur, va paraître opportune sur le bateau sur lequel était Voss parce que c'était une pirogue, donc des bateaux très particuliers, mais que ce n'est pas obligatoirement adapté sur un bateau de croisière tel que nous, on le connaît. Et pour appuyer ses dires, il dit bien ici, pourtant le jour où Sea Queen, donc qui était un bateau qui ressemble un peu à ce que nous avons maintenant, fut pris dans un typhon, ou du moins le frôla, il chavira après la rupture de l'écoute d'Artimon, qui rendit inutile sa petite voile d'évitage. Il perdit en même temps son encre flottante. Parce que Voss, il a navigué sur plusieurs bateaux, entre autres sur ce Sea Queen, et la fois où il a utilisé son encre flottante dans des situations vraiment critiques, ben là, il a chaviré. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette petite voile d'Artimon? Eh bien, parce que, comme d'autres navigateurs qui ont fait des essais, Voss avait remarqué que l'encre flottante ne suffisait pas obligatoirement à ce que le bateau se mette face à la houle, et donc il mettait une petite voile d'Artimon pour que le bateau vienne face au vent. Donc là aussi, ça pose le premier problème. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les autres problèmes
avec Alain Gray, mais déjà là on peut en voir un, c'est que si votre bateau se met face au vent avec une petite voile d'aftimon, vous doutez bien qu'il ne va pas rester parfaitement sur une amure, il va passer un petit coup d'une amure d'un côté, un petit peu d'une amure de l'autre, etc. Donc là cette voile va claquer. Si vous êtes vraiment dans des conditions extrêmes, il n'est pas évident qu'elle résiste, même si c'est une voile conçue pour la tempête. Alors, maintenant, on passe à ce que dit Alain Gray. Donc, Alain Gray, lui, il utilise sa propre expérience, parce que c'était quand même quelqu'un qui aimait faire des tests par lui-même, et qui n'avait pas peur du mauvais temps. Donc, un jour, il est sorti par 50 nœuds de vent, il a été au large, et il a voulu essayer cette encre flottante. C'est ce qu'il réexplique ici. J'ai amené le tourmentin, et sous un vent de 50 nœuds, donc quand il dit 50 nœuds, c'était un marin aguerri, hein, donc c'est 50 nœuds établis, ça veut dire qu'il avait des rafales à 60 nœuds. Donc là, on peut parler quand même de conditions qui commencent à être probantes. J'ai gréé l'ancre sur une ligne de nylon de 18 mm, longue de 50 mètres. Voilà. Et donc là, il va expliquer tous les petits soucis qu'il a eus. Et il redonne aussi, pour confirmer un peu ses tests, l'expérience d'autres navigateurs. Et donc il va là parler du navigateur Jango, qui était un Français qui avait fait 2 tours du monde aux environs de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait fait pas mal aussi de transatlantique, donc c'était comme plutôt un marin aguerri. Alors, lui, il dit, quant à l'encre flottante, très peu pour moi, je l'ai utilisé pour la dernière fois sur Honda. En effet, ce fichu cône de toile, filé sur l'avant, retenait tellement bien l'étrave face à la lame, qu'elle donnait des chocs terribles sur la bite d'amarrage, à tel point que je croyais à chaque instant que la proue allait se séparer du reste. Et il fallait voir les vagues déferler sur le bateau qui, fait en face, n'était alors protégé par aucun remous. Alors les remous, là, il parle par rapport à s'il était à la cape. Finalement, j'ai pris mon couteau et zip, un bon coup dans l'ossière pour se débarrasser de cette garce d'encre flottante que je trouve extrêmement dangereuse. Donc vous voyez que c'est pas vraiment un témoignage très... comment dire... c'est pas un témoignage pour, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme je vous ai dit, dans un souci, on va passer directement, dans un souci de concision, on va passer directement à la conclusion et les points clés. Donc, les assauts de la mer. Donc, une fois que le bateau est quasiment immobilisé face à la houle, je dis quasiment, hein, puisque de toute façon, il va quand même toujours dériver, mais beaucoup moins dériver que s'il était à la cape ou à la cape à sec de toile. Il se met face au vent, mais dans le cas-là, le problème, c'est qu'il commence à subir les assauts de la mer. Comme le bateau n'est plus en mouvement, il n'est pas en fuite, etc., il subit directement les assauts de la mer, et donc Alain Gray témoigne que c'est extrêmement violent et extrêmement problématique pour le bateau. Donc les chocs sur le pont, les chocs si jamais vous avez une annexe qui va être amarrée à l'avant, sur votre pont, vous risquez de perdre la survie si elle est sur votre pont. Je vous parle même pas maintenant des bateaux avec les panneaux solaires, etc. Voilà, vous êtes face à la houle et vous êtes en train d'encaisser de grands coups, quoi. Après, les efforts subis au point d'amarrage. Donc lui confirme ce que Go disait, c'est que voilà, le bateau va subir des efforts faramineux sur les points d'amarrage. Et par exemple, quand je vois un Beneteau, la façon dont sont fixés les taquets, etc., je suis personnellement pas très certain que ça résistera à ce genre de choc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà subi ça, mais moi, par exemple, ça m'est arrivé une fois, j'étais en Polynésie, j'étais au mouillage, j'étais sur un lagon, et le vent a tourné complètement la nuit, et je me suis pris tout le fetch du lagon dans la figure, et j'avais en plus ma chaîne coincée dans un pâté de corail, donc je ne pouvais même pas relever mon ancre, voilà, et de toute façon j'étais en pleine nuit, donc il n'était pas question que j'aille naviguer sur un lagon, donc je me suis retrouvé là coincé, quoi. Et là on peut avoir une petite idée de ce que peut ressentir un bateau quand il est sur l'ancre flottante. Alors moi j'avais pas du tout de houle déferlante et c'était pas du tout la violence que l'on peut avoir dans 65 nœuds de vent. Et je peux vous assurer que ça commençait vraiment à être désagréable et que j'ai vraiment pensé que j'allais casser quelque chose. D'ailleurs, j'ai tout fait pour amortir au niveau de l'ancre, j'avais mis des bidons, etc. pour essayer d'amortir. J'étais fort content que le matin se lève, parce que se retrouver comme ça, bloqué face au vent, dans la houle, avec le bateau qui monte et qui descend, c'était vraiment pas une situation d'avenir.
Une autre chose aussi que le bateau va beaucoup encaisser, c'est au niveau du gréement, parce que comme le bateau va énormément tanguer naturellement dans cette position, le mât, lui, va prendre des chocs d'avant en arrière, encore plus si vous avez mis comme bosse une petite voile de cap pour aider à ce que le bateau reste face au vent. Alors, Alain Gray, il parle beaucoup aussi de la récupération de l'ancre. Donc une fois que vous avez mis cette foutue encre flottante, si je puis dire, si jamais vous voulez la relever, eh ben, lui, il explique que ça a été problématique. Il a forcé comme une brute au guindeau. Pour ne pas arracher le guindeau, il a dû naturellement aider au moteur, etc. Donc ça veut dire aussi que quand vous avez cette encre flottante, à moins de couper le bout pour vous en débarrasser rapidement, vous n'êtes pas très manœuvrant, quoi. Et il précise aussi que c'est problématique pour l'équipier qui doit aller à l'avant pour essayer de la relever, mais aussi pour l'équipier qui va la mouiller. C'est-à-dire que dès que l'encre flottante va commencer à faire son effet, mais que l'équipier il est encore à l'avant, en train de voir, de régler la bonne longueur, de trouver la bonne longueur, etc., et ben là il prend tous les paquets de mer sur le pont, qui déferlent sur le pont, et c'est quand même pas très... c'est assez dangereux pour l'équipier, quoi. Voilà. La rupture du gouvernail, alors ça c'est vraiment un point extrêmement important. Quand le bateau est comme ça, face au vent, il va malgré tout reculer, et il va encore reculer encore plus, et d'une façon un peu violente, et avec un grand à-coup, quand il va prendre une déferlante sur l'avant. Parce que naturellement la déferlante va appliquer une grande force sur le bateau, et va le pousser en arrière. Or un safran, ce n'est pas fait pour forcer avec le bateau, tout le poids du bateau qui recule sur la surface du safran. Vous risquez tout simplement de casser votre safran. Donc il faut absolument attacher votre gouvernail dans l'axe du bateau, votre safran dans l'axe du bateau. Malgré tout, voilà, surtout pour un bateau moderne, les bateaux maintenant qui n'ont plus d'aileron devant le safran pour les rigidifier, qui sont donc des safrans suspendus, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser et auquel moi j'avais extrêmement peur. Voilà. C'est que le bateau recule sur son safran et de casser le safran. Alors là, le dernier point, il parle de la voilure sur l'arrière. Voilà, oui, il dit un grand nombre de chefs de bord affirment que la présence d'une ancre flottante ne modifie en rien l'orientation de leur coque par rapport au train de vague. Donc certains conseillent d'établir une petite voile, voilà, c'est ce que je vous ai déjà parlé. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo, si vous allez la regarder de Latitude Nomade, où on voit justement que son bateau ne se met pas vraiment face à la houle. Alors ça, je pense que ça va dépendre des bateaux. Donc lui, Alain Gray, visiblement son bateau s'était mis face à la houle. Je pense que ça va dépendre des bateaux, ça va dépendre du courant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu de l'expérience que je viens de voir sur YouTube. Quelqu'un qui s'est servi d'une encre flottante et qui en a été assez content. Alors, c'était une situation particulière. Déjà, c'est un bateau métallique, et c'est une situation particulière. En fait, c'est un cyclone qui se met à aller vers les latitudes sud, et elle, quand elle est en train de remonter le long de la côte non pas d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, elle va croiser ce cyclone. Et donc elle se retrouve proche de la côte de la Nouvelle-Zélande, suffisamment proche pour que ça l'inquiète. Et donc au départ elle gère à la voile, mais après à un moment, bon, le vent tourne, etc., elle n'arrive plus à remonter au vent. Et là elle va utiliser l'encre flottante. Mais elle utilise l'encre flottante dans un cas très particulier. Elle utilise l'encre flottante pour ne pas trop dériver vers la côte, parce qu'à la cape, elle estimait qu'elle dérivait trop près de la côte, et que ça représentait un danger pour son bateau. Dans ce cas, les inconvénients de l'encre flottante, vous ne les trouvez pas vraiment des inconvénients, parce que votre premier danger, c'est de faire côte, et ça, c'est un danger mortel. Donc le risque de perdre le safran, le risque des déferlantes sur le pont, vous choisissez, si je puis dire, le moindre mal, quoi. Ça, c'est une utilisation de l'encre flottante que je comprends. Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation, donc je n'ai pas utilisé l'encre flottante, mais là je comprends que l'encre flottante ait une vraie utilité. Par exemple, en pleine mer, en ayant de l'eau à courir sous moi, je préférerais toujours la cape ou la fuite. Alors je parlerai, si ça vous intéresse, un autre jour de la cape, parce que là aussi j'ai eu des petites mauvaises expériences un jour à la cape sèche.
Et donc maintenant j'utilise la cape plus avec parcimonie et j'ai en tête qu'à partir d'une certaine force de vent, je pense que ma préférence serait la fuite. Par exemple en fuite sur Tao, j'ai jamais eu de soucis, pourtant là j'ai pris des fortes mers et vraiment des très très forts coups de vent. Donc voilà, pour moi l'utilisation de l'ancre flottante à l'avant du bateau, c'est vraiment pour moi pour un cas particulier. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous dis be safe, et puis je vous remets les captures d'écran. Donc pour ceux qui veulent lire plus, je vous conseille de continuer un petit peu la vidéo. Voilà, be safe, à bientôt.